everybody, salut les amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour de nouvelles échappées belles. Alors si en admirant ce magnifique paysage maritime autour de moi, vous vous demandez quelle destination nous allons visiter aujourd'hui, eh bien j'ai quelques indices pour vous. Nous sommes à moins de 2 heures de Paris en avion, nous allons nous balader dans une capitale authentique, sympathique et très attachante. Et l'un des emblèmes du pays, eh bien c'est le trèfle. Vous aurez probablement deviné que nous allons à Dublin. Alors c'est une balade en partie au fil de l'eau que nous allons faire avant de découvrir les environs de cette capitale. Je suis impatiente de vous présenter mon nouveau copain Michael. Alors let's go my friend. C'est en musique que Sophie nous accompagne dans cette balade irlandaise autour de Dublin. C'est l'instrument à vent le plus sophistiqué au monde. Ouais, très belle balade. Une symphonie de couleurs et de lumière. Bienvenue dans la salle de bal, la pièce la plus belle de la maison. Une touche d'aventure et de sport. Avec son château, une île, la montagne et de la verdure autour, c'est un concentré d'Irlande. Aujourd'hui, nous libérons Toto et Prospero. Faites de beaux voyages les copains. C'est donc le job parfait pour moi. Un peu de rock'n'roll. Côté musique, vous en avez des célébrités. Freddie Mercury. Slane a été sauvé par le rock. Elle n'hésite pas à réviser ses grands classiques. Cette bibliothèque est magnifique. Alors là, vraiment, tu me fais faire un voyage dans le temps. C'est un couteau à amputation. Non. Mais que vous êtes jolie. Ça, c'est du cochon irlandais. Ils sont tout rouquins. Et si parfois il lui arrive de manger un morceau, On peut voir qu'elle est solide, comme un spaghetti. C'est absolument délicieux. son voyage à Dublin se fera sans fausse note. On est venu là pour boire une bière ou pour prier? J'en reviens pas, il y a qu'à Dublin qu'on trouve ça. Hey Michael, Ah, Sophie, bonjour. que tu es beau avec ce paysage autour de toi. Tu m'as trouvé? Comment vas-tu? C'est bien d'être ici, mais c'est pas habituel de voir cette vue de Dublin. Quand tu m'as donné rendez-vous au phare, je ne savais même pas qu'il existait un phare comme celui-ci à Dublin. Pour moi, l'aspect le moins connu de Dublin est que cette ville est une ville côtière. Dublin a été fondé par les Vikings il y a plus de 1000 ans. Et ils ont navigué jusque-là pour atteindre la ville quand ils sont Et arrivés. toi, tu es vraiment un marin, tu aimes la mer. Ma vie a toujours été liée au bateau. Je suis un navigateur. D'ici, j'ai navigué jusqu'à Liverpool, île de Man, Belfast, en Grande-Bretagne et même en France. On va faire un petit tour ensemble? On va rejoindre la ville? Oui, je vais te faire découvrir 2-3 choses de la ville. On commence à peine à apercevoir la ville qui se cache juste derrière. Oui, on voit la ville et ses 2 cheminées qu'on appelle les Pigeon House Chimneys. Ce sont des repères iconiques de Dublin. Va-t-il pleuvoir aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, ça devrait aller. Je suis vraiment très contente de me balader avec toi dans les rues de Dublin parce que moi, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime l'atmosphère qui se dégage de cette ville qui est vraiment à taille humaine. Oui, je dis toujours que Dublin est une petite ville. Tu peux vraiment sentir les différentes atmosphères d'un quartier à l'autre. Et tu peux traverser la ville d'un bout à l'autre en passant par le centre en moins d'1 heure. Et puis on retrouve cette architecture avec ces briques rouges qui fait vraiment tout le charme de la ville. Oui, les briques rouges sont partout et tu en as un magnifique exemple ici. La ville s'est construite sur plus de 1000 ans avec beaucoup de différentes influences. Bon, Sophie, tu dois savoir que la ville est construite autour du fleuve Liffey qui coule au cœur de la ville. Maintenant que tu as vu Dublin à pied, je te propose de voir Dublin en bateau. Avec plaisir. Allons-y. Toujours prête pour l'aventure, je te suis. Et nous voilà enfin sur la Liffey, Michael. Alors là, on arrive
devant l'emblème de Dublin avec ce pont absolument magnifique. Le pont Samuel Beckett est un des symboles de la ville. La harpe est un emblème du pays. Et puis finalement, derrière le symbole de la harpe, il y a toute l'identité celtique qui est très affirmée ici à Dublin. Oui, et je suis sûr que tu connais aussi Samuel Beckett, ce fameux auteur de pièces de théâtre. Comme En attendant Godot, certainement la plus connue. Nous, on n'attendra pas Godot pour se faire plaisir. On a quand même beaucoup de chance de pouvoir faire du kayak ici sur la Liffey. C'est assez unique quand même. Oui, c'est vraiment unique. Nous sommes les seuls à proposer des balades en kayak sur la Liffey. Cette année, nous avons amené environ 3500 personnes au kayak. Michael, est-ce qu'on peut dire que la Liffey, c'est vraiment la colonne vertébrale de Dublin? Le nom peut se traduire par la rivière de la vie. Ah oui. Ça donne une idée de l'importance qu'elle a eue. Il y a 50 ans, Guinness a arrêté de transporter les fûts de bière sur la Liffey et la rivière a enfin retrouvé son calme. Un jour, j'ai lu qu'on disait de Dublin que c'était une ville grise, très colorée. C'est intéressant. Je suppose que le gris, c'est pour la météo. Tu as pu voir il y a une heure qu'il faisait très beau et là, les nuages sont revenus. Ici, on dit que si le temps ne te plaît pas, attends 5 minutes. Avec un peu plus de 520 000 habitants, Dublin est une capitale européenne à taille humaine ouverte sur la mer d'Irlande. Au moindre rayon de soleil, les habitants s'offrent une grande bouffée d'oxygène dans la baie de Dublin. Ce cadre de vie a séduit Yves Michalet, expatrié français depuis 14 ans. Il aime s'évader du centre-ville le week-end, le temps d'une balade sur l'eau. Je viens ici parce que j'adore la mer, j'adore la nature et c'est vachement chouette. C'est tout près de la ville. Je viens ici en 15 minutes à vélo. Et on est plongé dans les éléments, à chaque fois la lumière est différente. C'est un endroit pour se ressourcer. La baie de Dublin est un terrain de jeu rêvé pour tous ceux qui, comme Yves, sont amateurs de sports aquatiques. Depuis 5 ans, il se passionne pour la nage en eau libre, au point d'organiser des compétitions avec son club de natation, le plus ancien de Dublin. Katrina, bravo! C'était dur? Ouais, ça a été. Suzanne est arrivée 14e. 14e? Alors, elle est bonne? Oui, ça va. Elle doit être à 15 degrés. Elle est super chaude. Oui, c'est agréable. Les conditions sont très bonnes aujourd'hui parce que l'eau n'est pas agitée. Mais j'adore aussi nager quand il y a beaucoup de vagues parce que c'est très amusant. Nager en eau libre me permet de rester en forme tout en m'amusant avec des amis. Avec eux, ce jour-là, 200 nageurs parmi les plus endurants de la capitale s'élancent depuis la plage de galets de Killiney, au sud du comté de Dublin. L'effort est intense. 40 minutes de nage à fleur d'eau sur une distance d'1,6 km. C'est une super course. J'ai nagé. Il y avait le soleil dans le dos de temps à autre, c'était waouh. J'ai hâte de recommencer le week-end prochain. J'y retourne. Si la beauté du littoral dublinois encourage les prouesses sportives, il suscite aussi des vocations. Carol Callaghan est artiste peintre. Pour mieux saisir le charme des lieux sur sa toile, elle installe son chevalet face à la mer, toujours avec la même passion. Je vais faire un croquis de cette plage en utilisant du bleu cobalt et du rouge indien. J'aime peindre la mer et le ciel en premier. Dans notre petite île d'Irlande, le ciel et la mer viennent toujours en premier. L'odeur de la mer m'inspire pour peindre. Cela me pousse à sortir mes gros pinceaux et à me mettre au travail. Écoutez ce que l'on entend. N'est-ce pas la plus belle sonorité du monde? Comme ces vagues qui déferlent sur la plage.
Les Irlandais veulent aller vers les autres. Ce bruit de l'eau et des vagues incarne pour moi l'esprit de Killiney Beach. Carol peint uniquement le littoral qui longe le comté de Dublin. À 78 ans, elle vend ses croquis chaque semaine au marché de Dunlewy, très apprécié des habitants de la capitale parce qu'il donne sur la mer. Dès qu'elle le peut, Carol prend le temps de conseiller les plus curieux. Le bateau se dessine en traçant un 8. Vous faites le tour comme ça, du haut vers le bas. Ils sont tous dessinés comme ça. Vous pouvez retenir ça? Oui, d'accord, c'est bien. Je prendrai celui-là. J'aime qu'on voit les maisons, le bateau, l'eau. C'est très beau. Il y a beaucoup de détails. On voit qu'elle fait beaucoup d'efforts pour y arriver, c'est vrai. Je suis la plus vieille marchande ici. Mais grâce à cela, je reste jeune. Je reste en forme, j'en suis persuadée. Regardez-moi ça. Ne sommes-nous pas chanceux d'avoir cette vue, avec la mer à nos pieds? Il suffit de marcher une centaine de mètres et je peux sauter dans la mer. C'est merveilleux. Il y a 4 ans, l'UNESCO a labellisé la baie de Dublin. Une reconnaissance de la diversité biologique et culturelle de cet espace, rarement décernée à un territoire aux portes d'une grande ville comme Dublin. Bon, Sophie, j'ai organisé une petite surprise pour toi. C'est quelque chose de très cool que nous avons commencé à faire récemment. On appelle ça « musique sous les ponts ». On amène des musiciens de Dublin et on les met sur un bateau-scène. Voilà Sophie, c'était ma façon de découvrir Dublin en kayak. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était vraiment super, j'ai adoré. Ouais, très belle balade. Je te propose qu'on retourne sur Terre et je vais te montrer certains quartiers de la ville. Avec plaisir, on reste ensemble. Great, let's go. Ah, c'est joli ce qu'on entend là. Oui, c'est la statue de Molly Malone. Et l'air que cet homme joue à l'harmonica, c'est sa chanson. Il joue bien en plus, hein. L'histoire dit qu'elle était vendeuse de poissons, de coques et de moules à Dublin au XVIIIe siècle. Son histoire est très connue et cette chanson, c'est comme l'hymne non officiel de Dublin. Ah ouais. Et c'est vraiment un hymne que tout le monde reprend volontiers ici, même dans les stades de foot ou de rugby, c'est ça? Tout le monde la chante en buvant une pinte de bière au pub. C'est joli, hein. Wouh, wouh, wouh. C'est très beau, bonjour. Bonjour. Sophie. My name is Sophie. Bonjour Paul, c'est très très joli. Hein. Paul, il faut qu'on essaie cette chanson tous les deux. J'ai ma flûte avec moi ici. Allez, il y a battle entre vous. She wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Bravo, c'était magnifique. Bravo, c'est très beau. C'est impressionnant, surtout avec mon accompagnement. Non, c'était parfait. Can't do the talk like they're talking on the TV. And I can't see. Sophie, je devais absolument te montrer quelque chose de très spécial ici. Est-ce que tu connais le Wall of Fame? Ah, le mur des célébrités de Dublin. Bah, là, côté musique, vous en avez, hein, des célébrités. Alors, moi, je m'arrête tout de suite sur mon groupe préféré, que je suis fan depuis des années et des années, c'est toute ma jeunesse.
YouTube. Bien sûr, les plus connus dans le monde. Ils étaient très jeunes sur cette photo. Alors c'est difficile de retenir une chanson de U2 tellement leur répertoire est énorme, mais ici en Irlande, une chanson qui a vraiment marqué les esprits, c'est Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. Oui, c'est une de leurs chansons les plus connues. C'est une partie importante de l'histoire de l'Irlande, une partie sombre. En 1972, il y avait des manifestations pour les droits civils en Irlande du Nord. Et un jour, lors d'une marche pacifique, l'armée britannique a ouvert le feu sur les manifestants et 13 personnes sont mortes ce jour-là. Heureusement, la paix est revenue depuis cette époque. Il y a d'autres artistes quand même qui sont très engagés, comme Bob Geldof. Je crois que j'ai aperçu aussi Sinead O'Connor. Il y a aussi Phil Lennon et Tin Lizzy. Et puis il y a The Corrs. Oui, The Corrs. Ouais. Bon, en tout cas, on voit que le spectre est large. De Boyzone à U2, c'est très varié. Boyzone, les plus connus du quartier. Un des premiers groupes de boys band. Let the autopilot do for you. Alors Michael, t'as envie de retourner à l'école, sur les bancs de l'université? C'est pour ça que tu m'as amené ici? Non, pas vraiment. C'est le Trinity College. C'est très important à Dublin et il y a quelque chose de très spécial ici que j'aimerais te montrer. Très bien, je te suis. Bel endroit pour étudier en tout cas. Cette bibliothèque est magnifique. Est-ce que tu sais combien il y a de livres qui sont référencés? Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Il y a environ 200 000 livres ici. Cette bibliothèque date du XVIIIe siècle et apparemment, c'est la plus grande bibliothèque contenue dans une seule pièce au monde. Et puis je voulais te montrer ça. C'est l'instrument de musique au centre de la culture irlandaise. C'est la harpe de Brian Boru. Brian Boru fut le seul grand roi d'Irlande. Cette harpe qu'on retrouve partout, c'est vraiment avec le trèfle, le symbole définitivement de l'Irlande. Oui, on la retrouve sur l'ancien drapeau et il y a une anecdote intéressante. Tu as dû voir que le logo de Guinness était dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que quand l'État irlandais a voulu utiliser son emblème en tant qu'emblème officiel de l'Irlande, ils se sont rendus compte que Guinness détenait le copyright et donc ils ont dû retourner la harpe. D'accord. Maintenant, on se trouve à la limite du vieux quartier de Liberties, un des plus vieux quartiers de la ville. Et pourquoi on l'appelle comme ça, alors, ce quartier Liberties? Le quartier se trouvait hors des murs du château, hors de la ville de Dublin, et donc hors des lois de la ville. Je suis très lié à ce quartier où j'ai vécu et où mon père a travaillé. D'accord. Et dans ce quartier, il y a cette cathédrale Saint-Patrick. Saint-Patrick, il faut quand même que tu m'en dises deux mots, parce que c'est le saint patron des Irlandais. C'est Saint Patrick qui a introduit la religion chrétienne en Irlande. Il a commencé à baptiser des gens dans la rivière de Poddle qui s'écoule sous nos pieds. Il y a une petite église en bois construite ici en sa mémoire. Et aujourd'hui, cette magnifique église a remplacé la petite église. Et ici, en Irlande, quand vous fêtez la Saint-Patrick, vous ne faites pas les choses à moitié. C'est l'événement. Oui, c'est un événement international. Toute la planète voit vert pendant une journée. On est où, Michael? Tu m'as dit qu'on allait boire un coup. On est venu là pour boire une bière ou pour prier? Eh bien, un peu les deux. C'est un pub dans une église. J'en reviens pas, il n'y a qu'à Dublin qu'on trouve ça. Oui, et c'est l'unique pub-église de Dublin. L'église a plus de 300 ans. Et ici, il y a Monsieur Guinness, ici, Arthur. Dans un pub, Monsieur Guinness, c'est bien qu'on le retrouve. En fait, il s'est marié ici. Quand on parle du pub, en fait, c'est le diminutif de public house, c'est ça? Oui, je crois que c'est quelque chose de très important pour la culture et la société irlandaise. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on vient boire, c'est là que l'on vient pour le craic. Le craic, c'est là où l'on se rassemble, où l'on se mélange, où l'on mange, où l'on plaisante un peu. C'est un moment d'échange. Alors, on raconte qu'il y aurait près de 1000 pubs à Dublin. Ça te paraît crédible, ça? Je dirais que c'est le minimum. Il y a probablement plus de pubs à Dublin que de magasins. Voilà pour vous, Sláinte. Allez, à ta santé. Cheers. Ici en Irlande, quand on trinque, on dit Sláinte. Sláinte.
Les pubs sont une passion dublinoise. Chacun a une identité marquée. Du plus ancien, fondé il y a 820 ans, au plus long, avec son bar de plus d'1 kilomètre, la capitale irlandaise compte près d'1 millier d'établissements. Les plus fréquentés sont situés dans le quartier de Temple Bar. On s'est rencontrés il y a quoi, 30 ou 40 secondes? Et maintenant, on va aller surfer ensemble. Kerry est d'origine irlandaise. Il vit aux États-Unis et possède un pub dans le Colorado. Chez nous, on fait tout notre possible pour reproduire cet état d'esprit. On appelle ça la nuit des pubs irlandais. Le voir en vrai ici, en Irlande, c'est un tout autre niveau. Quand vous entrez ici, c'est comme si vous entriez chez quelqu'un. En Irlande, les propriétaires de pubs sont très respectés. Celui ou celle qui est derrière le comptoir imprime l'ambiance des lieux. Qu'est-ce que je vous sers, les filles? Tom Mulligan est passionné de musique. À la fin de son service, plusieurs fois par semaine, il réunit les membres de sa famille. Tous sont d'excellents joueurs d'instruments traditionnels irlandais. Voici ma nièce, elle joue de la flûte. Ma fille joue de l'accordéon. Mon frère Alfie est un joueur de cornemuse irlandaise. Mon neveu en joue aussi, mais aujourd'hui il nous accompagne au violon. Mon autre frère joue de la cornemuse. Le mot Yulan veut dire coude. Le mouvement du bras active le soufflet. Si je presse, le son est aigu. Si je relâche l'air, j'obtiens un son plus grave. C'est l'instrument à vent le plus sophistiqué au monde. Tom, lui, joue de la flûte. Eamon est leur plus fervent admirateur. Il vient à Dublin 3 fois par semaine, spécialement pour les écouter jouer. J'habite au centre de l'Irlande. Cela me prend 2 heures en bus à l'aller et 2 heures au retour. Du coup, je pars à 4 heures de l'après-midi et je rentre chez moi à 3 heures du matin. Juste pour l'amour de la musique irlandaise. Je suis célibataire. C'est grâce à cela que je peux me le permettre. Je me suis jamais marié. Dans ce pub familial, la musique reste le ciment des relations entre clients et serveurs. Pour réussir, la qualité du service est déterminante. Ce n'est pas un hasard si l'une des premières écoles de serveurs d'Europe a été créée à Dublin. Chaque année, 400 futurs barmen viennent suivre cet enseignement. Ok, est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Ce matin-là, c'est le 2e jour de la formation. Prenez-le, secouez-le. Par contre, jamais comme ça, sans aucune conviction. Personne ne veut voir ça. Il faut y aller franchement. Allez, faites-moi un Cosmopolitan, les gars. Les élèves s'entraînent à mixer des cocktails avec des bouteilles d'eau colorées, avec plus ou moins de succès. Comme Dylan, un élève sur 4 est français. Le plus dur, c'est vraiment la théorie, parce qu'on doit apprendre aussi tout ce qui est l'histoire de toutes les boissons, en fait. Tout ce qui est sur la distillation, tout ce qui est sur la fermentation. C'est comme une grosse école, en fait, on a des devoirs tous les jours. So 4 light rum, 1 lime. C'est leur professeur, Richard Linden, qui a fondé cette école il y a 10 ans. Pour cet ancien barman, le métier de serveur devient de plus en plus technique. Les cocktails reviennent en force. Certains pubs qui n'en servaient pas se mettent aujourd'hui à proposer des cocktails haut de gamme. Pour cette raison, si vous voulez être serveur aujourd'hui, vous devez vous former en permanence, vous préparer pour être au top et réussir. Après 4 semaines de formation, les techniques acquises seront un passeport pour travailler dans les bars du monde entier. Mais à Dublin, il faut parfois maîtriser un tout autre jeu d'adresse dans les pubs les plus authentiques. Le numéro 21, c'est Paddy. Le mercredi soir, Patrick organise une compétition de fléchettes dans le pub que possède sa famille. Il réunit les meilleurs joueurs de Dublin. Gavin, on utilise quelle cible? S'il existe de nombreux jeux avec des variantes, la règle la plus utilisée est celle du 501. Pas simple à comprendre pour un débutant, mais Patrick tente une explication. Voici une cible standard.
Elle est numérotée de 1 à 20. Chaque joueur commence avec un capital de 501. On retranche les points marqués pour arriver jusqu'à 0. Il faut être bon en maths. Les 32 joueurs de ce tournoi comptent parmi les meilleurs de la capitale. Ce soir-là, une partie entre ces deux joueurs va focaliser toutes les attentions. Oh là là, je suis mauvais. Pour arriver à un score de 0 et gagner, l'un des joueurs doit marquer un double 1 dans le rectangle vert juste en dessous du chiffre 1. Je crois que la batterie va lâcher bientôt. C'est un enfer pour moi, j'arrive pas à marquer ce fichu point. C'est la partie la plus longue de l'histoire. Après 20 minutes de suspense, Ce qu'il faut faire, c'est garder la tête froide et se concentrer. à Dublin, les pubs comme celui-ci fondent leur légende sur la chaleur de l'accueil réservé aux clients. Les Irlandais utilisent souvent un terme gaélique pour définir cet état d'esprit. C'est le craic, qui signifie passer un bon moment entre amis afin de s'évader du quotidien. Hello Karina. Hey Sophie. Bonjour, je suis très heureuse de te rencontrer. Enchantée, bienvenue à Rock Farm. Merci, merci. Je suis très heureuse moi aussi d'être ici parce que je viens de faire à peine 1 heure de route et j'ai eu la chance d'admirer la magnifique vallée de la Boyne là, dans le canton de Meath. Après la ville, j'avais envie de me mettre un petit peu au vert et ici c'est l'endroit idéal. C'est un endroit pas comme les autres, c'est à la fois la vie à la ferme et la vie de château chez toi. C'est ça? Exactement, c'est ça. À travers les arbres, tu peux apercevoir notre château, où tu verras mon mari Alex un peu plus tard. Mais j'aimerais te montrer la ferme d'abord. Avec grand plaisir. Alors le château, c'est le château de Slane. Alex, c'est ton mari. Alors je t'ai appelée Karina un peu familièrement, mais peut-être que j'aurais dû t'appeler Madame la Comtesse parce que tu es comtesse. C'est ça? J'adorerais qu'on m'appelle Madame la Comtesse tous les jours, mais malheureusement, ça n'est pas vraiment le cas. Appelle-moi juste Karina, s'il te plaît. Où est-ce que je peux dormir alors ce soir? Tu seras dans une yourte. Ouais. Alors j'ai hâte de voir ma yourte. Ah, c'est une bonne idée, la yourte. Toi aussi, t'es une voyageuse? Yes, I used to be. Oui, c'est de ces voyages que je tire mon inspiration. J'ai hâte d'être à ce soir, mais d'ici là, on a du travail, je crois. Bébé cochon! Yippee! Mais que vous êtes jolie! Salut! Elle aime la nourriture. Here, come on, girlies. It's all right, baby. Come here. Oh là là, qu'ils sont mignons, les petits. Ils sont très jolis, hein. Ça, c'est du cochon irlandais, hein. Ils sont tout rouquins. Oui, c'est vrai. Alors... Donc aujourd'hui, on va couper quelques légumes pour livrer le magasin La Ferme d'Hugo. Donc on va prendre des épinards et des salades. D'accord, ok. Tu t'es lancé quand dans l'aventure de la ferme? On a commencé en 2010, à partir de rien. On ne connaissait rien de l'agriculture et on a pris cette ferme. On a décidé de se lancer dans un pari fou, de créer une ferme bio. Bon, dis-moi, est-ce que tu veux que je prenne celle-ci, ça va là pour toi ou pas? Ouais, elle est bonne celle-ci. Celle-ci, ça te va? Ok.
Il est joli ce pont en pierre là, au-dessus de la rivière. On longe la rivière. Cette rivière, elle est importante aussi pour l'activité de Slane? Absolument. C'était l'une des raisons principales pour concevoir notre projet de distillerie de whisky, car il faut de l'eau. Et aussi, nous avons développé, en plus de la ferme, des activités de kayak et de rafting. D'accord. De l'aventure. La rivière était la raison pour laquelle les Celtes étaient venus il y a 6000 ans. Oh! On peut voir des faisans. Ouais. Je crois qu'on leur fait peur avec notre vélo, mais il y a quelques faisans qui essayent de passer aussi. On va s'arrêter là. Donc Sophie, bienvenue dans la ferme d'Hugo. Comment allez-vous? C'est moi qui m'occupe de la livraison. Bonjour, hello. My name is Sophie. Je suis Ricky. Salut Ricky. Sophie a travaillé dur aujourd'hui. Elle a pris quelques salades. Il y a de l'ail, des oignons, des patates. Parfait. Ricky, comment tu as réagi toi quand elle est venue te voir la première fois pour te parler des produits de la ferme? Les fournisseurs de légumes bio ici sont très peu nombreux. Et comme on avait une boutique bio, il était impératif d'obtenir des légumes bio. Donc pour ça, c'est très important. T'as pas toujours fait ça, hein? En plus, t'as un peu changé de vie, là. Je travaillais dans le quartier financier à Londres. Je voyageais toutes les semaines et je vivais en ville. Donc c'est un grand changement. C'est un changement fabuleux que j'ai fait. Alors en tout cas, je suis contente d'être venue chez toi parce que j'ai vu que tu avais même une petite touche française et pour ça, je te remercie. J'ai vu que tu vendais des croissants. Et pour ça, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil français. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup. Salut Sophie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors je crois savoir que c'est vraiment une histoire de famille passionnante, hein, l'histoire de ce château. Oui, nous sommes ici depuis 1703, avec pas mal de hauts et de bas, mais nous sommes toujours là. Pour toi maintenant, c'est vraiment un héritage. Avec Karina, tu essayes de faire vivre ce château? Oui. Je considère toujours que les châteaux sont vivants. Une façon de les maintenir en vie, c'est de continuer à faire des activités. Si vous les laissez seuls, ils meurent. Et alors, je crois savoir que l'histoire de ce château a été un peu perturbée, et il y a quelques années encore, parce que c'est un peu un phénix, ce château. Oui, tout à fait. Il y a eu un terrible incendie en 1990, et mon père a totalement reconstruit les parties détruites. Et nous avons d'ailleurs une chambre qu'on a appelée la chambre Phénix pour cette raison. Maintenant, nous allons passer dans la salle de bal. Et regardez là, ce sont les marques du feu. Les flammes venaient jusque-là. En tout cas, bienvenue dans la salle de bal, la pièce la plus belle de la maison. C'est magnifique, hein? Pour moi, c'était un terrain de jeu quand j'étais enfant. Je faisais des tours de vélo. Quand il pleuvait dehors, on pouvait toujours jouer à l'intérieur. Mais quand j'ai grandi, j'ai apprécié le privilège et les responsabilités d'avoir une telle maison. Comment ta famille a fait pour justement trouver des moyens de financement pour restaurer le château? Mon père a pris la relève en 1976. Et il a gardé la dynamique en se diversifiant. En 1981, il a décidé d'organiser un concert de rock dans le jardin, avec un groupe appelé Thin Lizzy et un autre qui débutait appelé U2. 25 000 personnes sont venues à ce premier concert.
Les gens pensaient qu'il était fou de faire ça parce que c'était une période difficile en Irlande. Il y avait malheureusement le conflit nord-irlandais et en 82, les Rolling Stones sont venus. 85 000 spectateurs. On a donc continué à faire un spectacle chaque année. On peut dire que Slane a été sauvé par le rock. C'est génial. Un escalier qui me rappelle aussi mon enfance. Je glissais sur la rambarde. Ça devait être super sympa. Ah, c'est sympa ici. Ah ouais, je vois qu'il y a plein de souvenirs de tous les artistes qui sont passés par là. Oui, tous. Des Guns N' Roses en 1991, aux Rolling Stones en 1982. Ça devait être génial, ça, les Rolling Stones. Freddie Mercury. Ah ouais. Et la guitare est un cadeau que John Bon Jovi a offert à mon père. Alors je vois là derrière toi un album de U2 qui n'est pas un album comme les autres. C'est un cadeau que U2 a offert à mon père parce qu'ils ont réellement vécu ici quand ils ont enregistré un album intitulé Unforgettable Fire. Ce qui est très drôle puisqu'il y a vraiment eu le feu ici en 1990. C'était un album merveilleux, je me souviens d'eux dans la maison. Bono jouait avec moi, c'était un grand moment. Les artistes aiment jouer ici. Le journal Wall Street a écrit que Slane est l'un des 10 meilleurs sites de musique en plein air au monde. Et en bonus, ils ont le public irlandais qui n'aime pas les Irlandais. En plein centre-ville de Dublin, le Phoenix Park est le plus grand espace vert situé dans une capitale européenne. Il s'étale sur 712 hectares, soit une surface 2 fois plus grande que celle de Central Park à New York. Avec ses terrains de football gaélique, de polo et ses longues pistes cyclables, le Phoenix Park est un paradis pour les sportifs et les promeneurs du dimanche, pour peu qu'ils ne dérangent pas les maîtres des lieux. Comment allez-vous? Ça va. Faites attention avec vos chiens. Hein. Gardez-les en laisse quand ils sont à côté, merci. Ils, ce sont les 400 daims du parc évoluant en toute liberté. Ne donnez pas à manger aux cerfs, s'il vous plaît, merci. Veiller sur eux est la mission principale de Patrick et Terry. Ils sont originaires d'Angleterre. Ils ont été importés depuis le Pays de Galles en 1662 par le duc d'Osmond. Le parc servait de terrain de chasse pour le roi d'Angleterre. 350 ans après, les monarques anglais ont quitté l'Irlande, mais les daims sont restés. Aujourd'hui, ils sont la principale attraction du Phoenix Park. Ça, c'est le groupe de mâles. Les femelles sont à l'autre bout du parc. Ils ne se rejoignent qu'à une certaine période de l'année pour se reproduire. Il y a probablement 200 femelles là-bas avec leurs petits, qui sont nés le mois dernier. Oh non, on les a manqués. Les mâles sont reconnaissables au premier coup d'œil. Eux seuls possèdent de grands bois plats et palmés qui peuvent atteindre un poids de 7 kilos. Si vous marchez dans le parc au mois d'avril, vous pouvez tomber facilement là-dessus. Les bois viennent de tomber naturellement. Ils repoussent aussitôt après. Ça prend environ 18 semaines. Les daims ne sont pas les seuls habitants du Phoenix Park. Le président irlandais y a sa résidence officielle, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis. En tout, une centaine de personnes vivent en son enceinte, pour la plupart des familles de gardiens. Patrick loue cette petite maison depuis 4 ans. Construite en 1809, c'est une ancienne dépendance occupée traditionnellement par les jardiniers du président. Allez, à cette nouvelle journée. Santé. Ses voisins sont les résidents du zoo de Dublin, situé juste au-delà des limites de son jardin. À peu près à 200 mètres, il y a les loups dans un enclos. Ils hurlent quand ils entendent mon chien. Du coup, les lions qui sont à côté se mettent à rugir à leur tour pour montrer qui est le chef. Et là, tout le monde se tait. Le zoo de Dublin, l'un des plus anciens d'Europe, est aussi situé au cœur du Phoenix Park. Plus de 400 animaux vivent ici.
Plusieurs fois par mois, Ricky Whelan y effectue un recensement des oiseaux sauvages. Ce jour-là, une famille de cygnes captive son attention. Le mâle remue l'eau pour amener les plantes à la surface, afin que les cygnets se nourrissent. Les parents ont eu 7 bébés, ce qui est plutôt positif. Cela veut dire qu'il y a plein de nourriture ici. On peut observer environ 300 oiseaux différents en Irlande. Dans le zoo de Dublin, et plus largement dans le Phoenix Park, un tiers des espèces sauvages sont présentes. C'est un lieu idéal pour ceux qui aiment observer les oiseaux. J'aime venir ici. Le Phoenix Park est un lieu d'apprentissage, notamment pour les petits citadins. En cette période de vacances, une quinzaine d'enfants part aux côtés de Lucie à l'école de la forêt, dont la philosophie est d'encourager les plus jeunes au respect de l'environnement. Est-ce qu'on demande protection à notre arbre gardien? Vous vous en souvenez? Oui. Arbre gardien, arbre gardien. Est-ce qu'on peut jouer dans les bois aujourd'hui? La réponse vient d'un frémissement de branches. J'en vois une, j'en vois une. Donc ça veut dire quoi? Qu'on peut y aller? Oui, super. À travers une pédagogie éloignée des modèles classiques, l'objectif est de reconnecter les enfants avec la nature. Il y a plein d'endroits que je n'ai pas encore découverts dans le Phoenix Park. Plein d'endroits où je n'ai jamais été. Et plein de choses que je n'ai pas encore vues. C'est beaucoup plus sympa que d'aller à l'école. Amener les enfants dans la nature et voir comment ils s'y intéressent. Pour moi, ça a été le moment où j'ai réalisé ce qu'il fallait faire pour que les gens soient sensibilisés à l'environnement et fassent la différence dans le monde. Tu devrais dire à mon frère de venir ici. Couleur préférée vert, truc préféré la nature. Très populaire dans les pays scandinaves, les écoles de la forêt gagnent aujourd'hui du terrain en Irlande. Le Phoenix Park, avec ses 30% de sa surface recouverte d'arbres, en est un théâtre privilégié. C'est vraiment un très bel endroit ici, Karina. On est où exactement? Nous sommes sur la colline de Slane, qui regroupe 5000 ans d'histoire, de l'ancienne Irlande et de la vallée de la Boyne. Et cet ensemble que tu vois ici est médiéval. Il date du XIIIe ou XIVe siècle, quand la princesse de Bourgogne est venue étudier. L'Irlande était alors un centre de la connaissance. D'accord. Et est-ce que d'ici on aperçoit aussi votre château, Alex, et à toi? Oui, on peut l'apercevoir. Le château dans la brume. Qu'est-ce que c'est joli. Je suis sûre que tous les jours, tu as une vue différente sur le château. Hein. Oui, tous les jours, c'est différent. À quel âge, toi, tu as découvert ce château? J'ai découvert le château quand j'avais 17 ans. Ouais. J'étais invitée à un concert par Alex et sa sœur Annie. Et à ce premier concert, je suis montée dans l'hélicoptère avec les VIP et on a survolé la rivière pour les accompagner au château. C'était cool. Et puis le reste du temps, je contrôlais les billets à l'entrée. Et avec Alex, comment vous êtes vraiment rencontrés tous les deux? Alex et moi sommes restés amis pendant plusieurs années. Et nous avons commencé notre relation romantique vers 30 ans. Et quand tu as épousé Alex, tu savais que tu épouserais aussi le château? Oui, depuis le début, c'était très clair que nous allions venir refaire notre vie ici.
Alors Sophie, avant de terminer ton séjour ici, je voudrais te montrer le site de la bataille de la Boyne, qui est très important pour comprendre l'histoire de Slane et de notre famille. Mais alors il va falloir que tu m'aides un petit peu, que tu rafraîchisses un peu ma mémoire sur l'histoire de cette bataille. C'était en 1690, entre deux monarques anglais, James II d'Angleterre, qui venait d'être renversé, et William d'Orange, qui était le nouveau roi protestant. Les catholiques et les protestants s'opposaient, et beaucoup de gens de différentes parties de l'Europe ont pris part à cette bataille. Et c'est toujours des histoires de bataille entre les catholiques et les protestants, hein, ici en Irlande. Tu peux même dire que le conflit nord-irlandais moderne a commencé à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai que ça a été l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire d'Irlande? Beaucoup de sang a été versé tout le long de la Boyne jusqu'à Slane. Et cela a beaucoup perturbé la société de l'époque. Oui, alors là, vraiment, tu me fais faire un voyage dans le temps, un boum, ça y est, tout d'un coup, on est au XVIIe siècle. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'impressionnez un peu, vous, monsieur. Qui êtes-vous exactement au XVIIe siècle? Je suis un soldat officier du roi James, ou du roi William. D'accord. Et vous, monsieur, alors qu'est-ce que vous avez là dans les mains? C'est un couteau à amputation. Non. Si je dois retirer un membre, ça passe à travers la peau et les muscles. Super. Et quand j'atteins l'os, j'ai ma scie. Très bien. Je vais m'intéresser à la dame qui est là-bas plutôt, moi. Hein? Je suis la femme aux épices, donc je suis essentiellement avec l'armée et je leur prépare des traitements à base d'herbes pour soigner leurs blessures. Vous êtes sympa, vous. Alors vous me l'avez dit, hein, cette bataille nous ramène au XVIIe siècle, mais comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ce soit toujours aussi vivant pour vous et aussi important? C'est tellement important pour nous en tant que nation, car en 2008, l'accord de paix de Belfast a été signé ici et a mis fin au conflit nord-irlandais. Rendez-vous compte, les conflits ont commencé en 1690 et ne se sont terminés que récemment. Et c'est vraiment bien d'amener les enfants ici et leur montrer ce qui s'est passé dans l'histoire. Et espérons que cela n'arrivera plus jamais. C'est un privilège de pouvoir être ici et d'essayer de faire revivre l'histoire de ce site. Alors ici, c'est un camp de base, mais où était le champ de bataille? Juste en face de nous, devant la maison. C'est là que la bataille a été la plus sanglante. Vous voulez voir? Bien sûr. Merci beaucoup. Hein. Vous, je vous aime pas beaucoup, vous. Hein. Au XVIIe siècle, j'entends. Au XXIe, vous êtes très sympa. Je vais aller là-bas et faire beaucoup de bruit. Vous partez sur le front, sur le champ de bataille. Soyez courageux. Pas sur nous, hein. Nous sommes vos amis. À 2h30 de la capitale irlandaise, la baie de Sligo et ses environs vivent au rythme de la marée. Quand la mer se retire, l'île de Coney sort de son isolement. Il est alors possible de franchir le bras de mer qui la sépare du continent. Salut Michael, j'appelle pour te prévenir que je vais traverser maintenant. Donc on se voit dans 20 minutes? Ce lieu hors du temps est le lieu d'enfance de Marie. Elle y retourne pour se ressourcer avec son mari et son fils. Bye bye. Au revoir. Bonne promenade. La traversée, longue de 2,5 km, doit se faire 3 heures après la marée haute. Cette connaissance du terrain lui a été transmise par ses parents, seuls habitants des lieux avec son frère Michael. Toute notre vie tourne autour de la marée. Nous respectons la mer. On regarde tout le temps les horaires de la marée. Il faut prévoir le mauvais temps et le sens du vent, parce que ça peut accentuer encore plus la marée et rendre la traversée beaucoup plus difficile, surtout en hiver. La présence de sa famille sur l'île date de près de 260 ans.
Les demeures de leurs anciens voisins sont aujourd'hui abandonnées. Mais quelques dizaines de cottages, devenus résidences secondaires, sont occupés l'été. La famille de Marie détient le seul pub de l'île. Ils sont aussi éleveurs. Salut, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Les taureaux, tu les as emmenés ici pour leur donner à boire? Après avoir vécu et travaillé à l'étranger, Michael a fait le choix de revenir vivre sur l'île il y a 15 ans. Nous sommes entourés d'eau 10 heures par jour. C'est difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a plus de liberté ici que sur le continent. C'est une grande richesse, mais il faut partir vivre ailleurs pour s'en rendre compte et l'apprécier. Autour de cette île, de moins de 2 km², la marée est omniprésente. Elle envoûte les lieux. Les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil fixent son amplitude. Au pied de la montagne Ben Bulben, Prani et son mari dénichent les trésors qui affleurent sur le rivage, au rythme des pulsations de l'océan. On va chercher des spaghettis de mer. Elles sont un peu loin. Nous devons nous dépêcher avant que la marée ne monte. Prani est docteur en médecine. Elle est la spécialiste en Irlande des algues marines. Si je la coupe là, on peut voir qu'elle est solide, comme un spaghetti. C'est absolument délicieux. À quelques mètres, une autre variété d'algues est sur le point d'être submergée par la marée montante. Là, nous venons de récolter du Fucus serratus. On le reconnaît grâce à ses dentelures. Une fois ramassées, les algues sont immédiatement consommées en famille. Prani en a cuisiné 9 variétés différentes. Ma famille et moi, nous mangeons des algues marines tous les jours. Un peu de chaque sorte. Regardez cette assiette. C'est du pain aux algues, comme un petit scone. Voici des chips aux algues. Les enfants les adorent. Les algues ont été reconnues comme étant la forme de végétation la plus nutritive de la planète. Ça a un peu le goût de Sligo, le goût de la mer. Quelques heures plus tard, le long des falaises de Mullaghmore, au nord du comté de Sligo, le courant de marée est ascendant. C'est le moment idéal pour pratiquer le coasteering, une activité aquatique qui consiste à explorer la côte à pied en sautant depuis les falaises. Et voici notre terrain de jeu pour la journée, les gars. Le niveau de la mer est en train de baisser, donc on va devoir sauter de plus en plus haut. À certains endroits, ce sera même difficile d'entrer et de sortir de l'eau. Tant que la marée est haute, nous allons faire des grands sauts en premier, puis nous partirons explorer l'île qui est ici. Tout le monde est d'accord? Le coasteering, c'est du canyoning en bord de mer. Pour rester en sécurité, il faut connaître la force du courant, les mouvements de la houle et surtout les variations de la marée. Premier saut de la journée, depuis ici, une femme courageuse. Ash, franchement c'est très simple, il suffit de faire un pas en avant. Ça fait un peu peur et puis l'excitation et l'adrénaline prennent le dessus. Surtout quand on remonte à la surface comme un bouchon de liège. Ça donne envie de recommencer. Si vous vous laissez porter, la vague vous emmène jusqu'à l'intérieur. Si elle vous tire vers le large, laissez-vous porter. Laissez la marée faire. Robert, le guide, est originaire du sud de l'Irlande. C'est un passionné de surf. Il s'est installé à Mullaghmore parce que cet endroit accueille en hiver la plus grosse vague d'Irlande. L'océan Atlantique est son terrain de jeu. Pour moi, cette partie du pays, avec son château, une île, la montagne et de la verdure autour, c'est un concentré de l'Irlande. Pratiquer le coasteering ici m'apporte les mêmes sensations qu'en chute libre. J'adore sauter. Il y a de la beauté là-dedans. C'est très libérateur. Cette activité physique permet un contact intense avec la nature. Elle est en plein essor en Irlande. C'est une manière inédite d'explorer un pays bordé par les eaux,
avec plus de 1400 km de côte. Oula, qu'est-ce que tu prépares là? Ça sent fort ce poisson. Ça, ce sont les poissons pour nourrir les phoques. Je leur donne des harengs riches en graisses saturées pour que les phoques soient bien et en bonne santé et puissent prendre du poids afin de les relâcher dans la nature. Parfait, oui, parce que là, ici, faut le préciser quand même, on est dans un centre de sauvetage des phoques. C'est un lieu assez unique en Irlande et toi, comme les autres volontaires, tu fais partie des gens qui prennent soin de ces animaux tellement attachants. Donc, nous sauvons les phoques d'une côte à l'autre. En ce moment, on en soigne 52. Ils sont malades, orphelins, blessés. Et quand ils arrivent, on leur donne les soins médicaux dont ils ont besoin. Et une fois qu'ils sont assez en bonne santé et qu'ils ont un comportement suffisamment dynamique, on peut les relâcher dans la nature. Nous avons d'ailleurs 2 phoques qui vont être libérés après avoir passé 4 mois ici, justement cet après-midi. Super, je suis venue le bonjour. Bon, c'est le temps de se retrousser un petit peu les manches. T'as des gants pour moi, je suis là pour t'aider. Donc, les phoques ont faim et sont prêts pour le repas. On va pas les faire attendre. Allez, je te suis. Hop là. Tous les phoques dans les box sont sous traitement. Ils sont nourris par tube car incapables de manger par eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont bien et en bonne santé, on leur donne des poissons entiers comme cela. Puis, ils vont dans le bassin où ils peuvent s'entraîner, nager, jouer, se sociabiliser et attraper les poissons. Ici, tous les phoques ont été récupérés dans la nature parce qu'ils étaient blessés. Certains ont une grosse blessure, comme celui-ci. Il a été retrouvé avec une entaille. Nous pensons que c'est à cause d'un ouragan qu'on en a eu plein pendant la saison des naissances. Oui, il y a eu le passage d'Ophélia, c'est ça, ici, sur les côtes ouest de l'Irlande. Yes. Bon, on va pas les faire attendre parce que j'imagine qu'ils ont faim. On va leur donner à manger. Comme tu peux le voir, les phoques sont très sociaux et intelligents. Ils ont une personnalité. Ils sont de la même famille que les chiens et les ours. Ce sont donc des prédateurs naturels. Ce sont des animaux sauvages. Il est donc très important pour nous de les garder sauvages et qu'ils ne considèrent pas les humains comme fournisseurs de nourriture. Tout est fait pour qu'ensuite, ils ne nagent pas vers les humains et les bateaux de pêche. Bon, je crois qu'ils ont vraiment faim. On leur donne 1 bol et demi dans ce bassin et le reste dans l'autre bassin. Ah, ils sont moins. Je vais me prendre des écailles de poisson, moi. C'est un poisson volant. Bon, il y a du rab. Regarde, j'en ai gardé pour vous. Il y a du rab, les amis. Hop là. Oula, vous battez pas, vous battez pas. Tiens, 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 tiens. Toi, t'en as déjà eu, non? Qu'est-ce qui se passe pour eux là, Mélanie? On va les porter et ensuite on va les mettre dans la camionnette pour aller sur le site où on les relâche. D'accord, c'est bientôt la liberté pour eux. Ça doit être étrange comme sensation pour lui. Tout va bien, t'inquiète pas.
Va t'arriver que des bonnes choses maintenant. Hop là. On va vous libérer les copains. J'imagine que maintenant il fallait le plus vite possible parce que les phoques n'attendent pas. Oui, ils sont un peu perdus là. Et toi, depuis que tu travailles pour le centre, est-ce que tu sais combien de phoques tu as relâchés? Je suis ici depuis à peu près 6 mois et on a probablement relâché près de 60 phoques. La saison dernière, nous avons récupéré 120 phoques à la clinique. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Comment ça va derrière? Bien? How are they doing? J'ouvre un petit peu parce que ils sont sympas, mais c'est un peu fort. Hop. Hop là. Oh mais il y a un comité d'accueil, Mélanie. Oui. Et nous avons de la chance avec ce beau temps. Pendant l'été, nous avons eu des libérations avec 1000 personnes présentes. Tu veux ouvrir une des 2 cages? Aujourd'hui, nous libérons Toto et Prospero, 2 phoques qui ont été sauvés cet été. Les conditions météo sont parfaites, donc nous sommes prêts à les relâcher dans la nature. Allez, vas-y. Tu es libre, vas-y. Faites de beaux voyages, les copains. Génial. Comme tu vois, c'est une expérience complètement nouvelle pour eux. Jusque-là, ils avaient passé 3-4 mois dans un petit bassin protégé. C'est la première fois qu'ils voient un horizon aussi dégagé. Oui, on sent qu'ils hésitent un peu, peut-être que l'eau est un petit peu plus froide que dans les bassins, mais en tout cas, c'est très émouvant de voir ça. En plus, t'as vu, ils regardent un petit peu en arrière, comme s'ils nous disaient au revoir. C'est à la fois joyeux et triste de les voir partir, car je m'attache à eux, à leur histoire. Mais c'est ça le but de notre action. C'est toujours bon de les voir là où est leur place. J'ai déjà fait beaucoup de jobs liés à l'environnement à travers le monde. Et ici, c'est l'un de mes endroits préférés et l'un de mes animaux préférés. C'est donc le job parfait pour moi. À l'extrémité nord de la baie de Dublin, la presqu'île de Howth est très appréciée des Dublinois. C'est un petit port de pêche, loin de l'agitation de la capitale. Dans la marina, parmi les chalutiers et les bateaux de plaisance, Jerry se ferait un chemin à l'assaut de la mer d'Irlande. Il est pêcheur de homards. Là, j'ai 6 casiers qui flottent. Ils sont tous reliés les uns aux autres. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est pour évaluer leur taille. Je les mesure depuis les yeux jusqu'ici. Si ça dépasse ici, alors il est trop petit. Celui-là est beaucoup trop petit, alors je le laisse grandir. Peut-être que je le pêcherai l'an prochain, quand il sera assez grand. Celui-là est un peu plus gros. Ça, c'est un homard femelle. La queue est beaucoup plus grande. Et celui-là, c'est un mâle. Regardez la différence. Ce jour-là, Jerry pêche 4 homards. En tout, il possède une trentaine de casiers au large de Howth. J'ai commencé quand j'étais enfant. J'avais à peu près 10 ans avec mon cousin. Il y a de plus en plus de pêcheurs qui mettent des casiers. Donc de plus en plus de pression sur les stocks de homards. Je ne sais jamais si je vais pouvoir pêcher. Il y a des phoques partout.
Heureusement qu'il ne mange pas de homard. Jerry vend sa pêche dans la matinée. Les homards doivent être vivants. À Oath, l'un des principaux marchés aux poissons est tenu par Sean Doran, ancien pêcheur et figure de la ville. Bonjour Jerry. Salut Sean. J'ai quelques homards. Très bien, on va les peser. Deux kilos et demi. Ça fait 37,50 €. Merci. C'est une bonne journée. Si ça arrive souvent? Non, pas assez malheureusement. Dans cet aquarium, 40 kilos de homards européens, souvent appelés homards bleus en raison de sa couleur. Certains homards sont pêchés beaucoup plus loin en mer, dans les eaux profondes. L'animal est alors stressé. Nous pensons, lorsqu'ils sont pêchés dans un rayon de plusieurs kilomètres et ramenés le jour même, que leur chair est plus tendre et savoureuse. Le homard est presque pêché sur le pas de notre porte. Sean est aussi propriétaire de 2 restaurants de poissons et fruits de mer. Leur spécialité, les fameux homards pêchés à Oath. J'ajoute un peu de beurre à l'ail, un zeste de citron, c'est simple, rapide et délicieux. La pêche au homard, comme la pratique Jerry, est côtière, bien loin des activités des chalutiers du port. À la fin de la journée, les pêcheurs se retrouvent dans ce bar. L'un d'eux, Marc, a 27 ans. Il travaille depuis 10 ans sur un chalutier. Aujourd'hui, avec des bateaux plus gros et mieux armés contre le mauvais temps, la pêche se déroule sur plusieurs semaines, dans des conditions plus extrêmes. Je ne veux pas que mon fils soit pêcheur. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une belle vie. Je gagne de l'argent, mais je ne passe pas beaucoup de temps avec lui parce que je ne suis jamais là. C'est difficile psychologiquement. Il faut être prêt à passer son temps en mer, à travailler. Si vous êtes prêt à ça, alors vous vous en sortirez. Jerry, lui, ne regrette pas ce choix. Celui d'une vie passée à Oath, tournée vers la mer, à l'abri du tumulte de la ville et des fracas de la modernité. Hello Liz. Salut Sophie. Comment vas-tu? Très bien. Très bien et toi? Fantastique. Je suis ravie de te voir. Bah oui, je suis ravie d'être ici dans ton atelier. C'est très beau là ce que j'ai vu en arrivant. La petite danseuse qui me fait penser à Degas et puis ces magnifiques bustes. Je suis très impressionnée par ce que tu fais. C'est très gentil. Et puis l'endroit où on est ici est un peu particulier. À l'origine, c'était une raffinerie de sucre, puis une distillerie de whisky. Et depuis environ 30-40 ans, ce sont des studios d'artistes en plein centre de Dublin. Je me suis spécialisée dans la sculpture de portraits. J'ai beaucoup d'hommes politiques, des premiers ministres, des sportifs. Qu'est-ce que tu recherches? Un visage un peu façonné par le temps? Pour la plupart, je suis inspirée par la structure de l'os. Donc je regarde constamment les visages des gens dans le train, dans le bus, dans la rue. Et je me demande si je pourrais sculpter cette personne avec du caractère. Si je sculptais ton visage... Peut-être avec ça? Peut-être que ça t'inspirait un peu? Oui, un peu Gavroche. Je ferais une sculpture avec quelques cheveux et un chapeau. Et chez les Irlandais, tu retrouves vraiment un caractère particulier? Il y a vraiment un caractère irlandais. C'est pour ça que j'aime vivre ici. C'est une petite danseuse irlandaise. C'est une commande privée d'un client pour sa fille qui est passionnée de danse. Merci beaucoup de m'avoir accueillie ici dans ton atelier. J'espère que je t'ai pas trop dérangée. Pas du tout, c'était un plaisir. Merci. Beaucoup, Lise.
Sophie, comment vas-tu? Ça va? Tu contemples le paysage? Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'étais à la Design Tower, j'ai fait la connaissance d'une femme absolument charmante qui fait de très belles sculptures, entre autres en bronze, et elle m'a confié une photo qui devrait t'inspirer. Ah oui? Regarde. Ah oui, c'est une petite danseuse irlandaise. Ouais. Et si je te montre cette photo, c'est parce que toi, tu es chorégraphe. Oui, j'ai grandi à Belfast, dans le nord de l'Irlande. J'étais très jeune quand j'ai commencé la danse irlandaise. Et aujourd'hui, je suis chorégraphe à Dublin pour des spectacles au pub Johnny Fox. Alors tout ça, on va le voir ensemble parce que j'ai très envie de te voir à l'œuvre. Mais avant, on va se promener un petit peu. Tu m'as donné rendez-vous ici dans ce quartier des Docks, qui est un quartier en pleine mutation. Hein. On entend les travaux là au loin, on voit les échafaudages et les grues. Et à la fois, c'est un quartier historique. Hein. Oui, ce quartier est en pleine renaissance. Et tu vois là-bas, le stade, c'est là où l'Irlande bat régulièrement la France au rugby, il me semble. Tu vas refaire cette phrase. Non, nous, on daigne venir jouer avec vous au rugby ici, mais on va vous écrabouiller, les Irlandais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bref, c'est pas le sujet. Restons donc sur notre promenade ici, sur les docks et sur la danse. Mais avant d'aller danser, on se promène? Ouais, bien sûr. D'ici, on retrouve ces deux cheminées, très emblématiques du quartier des Docks. Et juste derrière, tu as toutes les grandes multinationales comme Google, Yahoo, eBay et les autres. Qui sont venus s'installer ici à Dublin, à mon avis, pour des raisons fiscales, mais bon. On parle pas de ça, mais bon. Mais a priori, c'est ça. Ouais, peut-être. Alors toi, Dublin, c'est une ville que tu as adoptée et qui t'a adoptée depuis une petite quinzaine d'années. Ta vie à Belfast n'avait rien à voir avec ta vie ici. Bien sûr, j'aime ma ville natale. Belfast, c'est chez moi. Mais grâce à Dublin, j'ai pu créer ma propre identité. Et de la même façon, ma propre vie. Mais ce que j'aime avec ces grands groupes, c'est qu'ils attirent plein de gens de cultures différentes. Et toutes ces nouvelles personnes stimulent la scène artistique. J'aime ce genre d'environnement. Pour moi, c'est parfait. Avant d'aller en cours et que tu apprennes la danse irlandaise, on va aller voir un magasin très connu qui s'appelle Face Shoes. C'est eux qui fournissent les chaussures aux danseurs des grands spectacles irlandais. C'est vraiment de la chaussure sur mesure. Bonjour, comment allez-vous? Salut. Salut Joey, ça va? Bien, bien. Hello, I'm Sophie. Enchanté. Sophie qui vient de France. Est-ce qu'on peut essayer des chaussures? Oui, bien sûr. Tu choses quelle taille, Sophie? 37. Ouais. Et moi du 43. Ouais. Alors les voilà, les fameuses chaussures. Oh, Voilà Sophie, ça c'est pour toi. Merci. Et pour toi Joey. Elles sont très bien. Ouais, elles sont belles, hein. On utilise ces chaussures pour leur son, l'avant et l'arrière. Et aussi quand tu les frappes ensemble. Donc tu as trois sons différents. Et quelles sont les particularités alors de ces chaussures? Tu vois, il y a un bloc au niveau des orteils. Parce que dans la danse irlandaise, il y a un gros travail sur les orteils. On marche beaucoup sur les orteils. Et c'est vous qui avez créé cette boutique? On a commencé ce commerce dans les années 80, il y a un peu plus de 35 ans. C'est vous là? C'est moi. Oh, vous n'avez pas changé? Oui, c'était moi quand j'étais jeune. Vous n'avez pas changé. Bon, allez, on les essaye. Non, ça va, elles sont quand même relativement confortables. Moi, j'avais peur d'être un petit peu serrée dans ces chaussures, mais non, ça va. Bon, alors, c'est bien joli ça, une fois qu'on a les chaussures. OK. Bon, est-ce qu'elles sonnent bien? Oui, parfait, parfait. Fais-moi une petite démonstration. Parfait. Tu peux les enlever maintenant. Parce que tu n'as pas vraiment mérité tes chaussures pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tu auras pris un cours de danse, on verra si tu mérites vraiment tes chaussures. Parce que c'est un honneur de les porter. Ouais, bon, mais je retrouve le prof là. Hein. OK. Là, c'est le prof qui parle, hein. Ça rigole plus là.
Ici en Irlande, aux enfants, on leur apprend énormément les danses et les musiques traditionnelles. Ça, c'est important dans l'éducation? Ouais. La plupart des gens ici connaissent au moins un type de danse irlandaise. Les gens sont attachés à cette part de leur identité et puis c'est très sympa. Alors toi, ton choix s'est orienté vers la danse. C'est quelque chose qui t'a été imposé ou choisi? Tu sais, à Belfast, c'était différent. J'ai grandi à Belfast à l'époque où il y avait le conflit entre catholiques et protestants. Jouer dans la rue pouvait être très dangereux. Et donc l'église du quartier s'occupait des enfants. Et là-bas, on pouvait apprendre la danse ou la musique irlandaise. Donc on peut dire que c'est à cause du conflit que j'ai appris la danse irlandaise. Et qu'ensuite, j'ai pu voyager à travers le monde. C'était parfait. Bon, Sophie, ce week-end, c'est Halloween. C'est une fête très importante dans la culture irlandaise. Et ce soir, il y a une parade, donc si tu veux, on peut la rejoindre tout à l'heure. Ça pourrait être sympa. On n'a pas de costume, on n'a pas de maquillage de zombies de sorcières ou de citrouilles, mais c'est pas grave, on y va comme ça. Ouais, on va comme ça. C'est assez impressionnant quand même, hein, comme défilé, c'est assez onirique. Ah ouais. Ça vient de l'ancienne tradition celtique. On célèbre la fin de l'été. Alors même le nom est d'origine celtique. En gaélique, on appelle ça comment? On l'appelle le festival de Samhain. C'est un mot irlandais. Si on a l'impression parfois que ça vient des États-Unis ou du Canada, c'est parce que les émigrants irlandais sont venus avec ces fêtes dans leur bagage. Ils sont venus avec les traditions celtiques quand ils ont fui la famine. Ouais, quand ils ont quitté l'Irlande à la fin du 19e siècle. Là, ils célèbrent les rois et les dieux de la mer. Cette nuit, nous voguons dans nos propres rêves. Cette nuit, nous voguons dans le mystique. Et là, c'est la déesse de la mer. Et il y a aussi le phare qui montre le chemin pour que les gens, pendant le voyage, puissent trouver la voie grâce à sa lumière. Cette nuit, nous voguons dans nos propres rêves, dans nos propres désirs. C'était super d'avoir fêté ensemble Halloween. Mais je te propose qu'on se retrouve demain dans Dublin. D'accord. On ira se balader et tu viendras à mon cours de danse. Tu vas apprendre à danser. Et tu vas bosser, bosser et bosser. Plusieurs fois par semaine, Anna, 15 ans, prend le chemin de l'entraînement. Elle pratique la camogie, un sport gaélique se jouant en extérieur. C'est un sport féminin et c'est aussi un sport national en Irlande. La camogie, c'est très dur et physique. Il faut être très en forme. Salut! Tu vas te préparer? Ouais, j'y vais. Anna joue dans la même équipe que sa mère, Maura. Bernie, c'est pour toi. Pour frapper la balle en cuir, les joueuses utilisent ce bâton de frêne, appelé Hurley. Ça, c'est mon protège-main. Ça me sert quand j'essaie d'attraper la balle. J'ai aussi mes protèges tibia au cas où une adversaire frappe mes jambes. Et mon casque, bien sûr, qui me protège la tête. Get your goal, get your goal! La camogie fait partie des sports collectifs les plus rapides et les plus violents. C'est aussi un sport qui requiert une grande habileté. La prendre par la main, je n'ai pas le droit de le faire. Je peux la rattraper ou la tenir en équilibre sur la crosse et courir avec. Pour marquer, il faut envoyer la balle entre les deux poteaux. 1 point si c'est au-dessus de la barre transversale, 3 si c'est en dessous de la barre, au-delà du gardien. Ce sport, très populaire en Irlande, est pratiqué par plus de 100 000 femmes. Une passion souvent transmise en famille. J'adore jouer avec ma fille. Tu as quelque chose à ajouter?
Oui, moi ça me fait plaisir aussi. Ça me donne un exemple à suivre, quelqu'un à admirer. J'aimerais jouer aussi avec mes enfants plus tard. La camogie est la variante féminine du hurling, pratiquée par les hommes. Dans la famille, c'est Tom qui leur a transmis l'amour de ce sport. Salut papa! Salut grand-père! Voilà grand-père. Oh my God. Il continue à me crier dessus de temps en temps quand il est au bord du terrain. Oui, c'est vrai. Des fois, je m'attire des problèmes. Je rouspète contre l'adversaire ou contre l'arbitre. Mais tout le monde me connaît. C'est Nana, tu la vois? Sa femme, Sheila, jouait aussi. Tom l'avait rencontrée grâce à ce sport. À l'époque, nous allions voir jouer les filles, et elles sont venues à leur tour voir nos matchs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec ma femme, grâce à ce sport. Si la camogie existe depuis plus d'une centaine d'années en Irlande, le hurling, lui, est beaucoup plus ancien. Les premières traces datent du Moyen-Âge. Seule une poignée d'artisans en Irlande maîtrisent les techniques de fabrication traditionnelles de l'équipement. Bonjour, je cherche une nouvelle crosse pour ma plus jeune fille. Ouais, quelle taille? Taille 30. Vous avez déjà vu comment on fait? Non, c'est la première fois. Cela fait 4 ans que Joseph s'est lancé à mi-temps dans son petit atelier. Il s'est formé tout seul. C'est l'un des derniers artisanats d'Irlande. Les procédés de fabrication sont les mêmes depuis qu'on joue au hurling, c'est-à-dire depuis des centaines d'années. Je pense que c'est bien de préserver ce savoir-faire et ces traditions. Ça te convient? Oui, c'est parfait. C'est tout chaud. À l'image de cette famille de passionnés, la plupart des joueuses de ce match amical préfèrent des crosses en bois, plus authentiques. Au-delà du sport, la camogie fait partie de l'identité nationale irlandaise. Notre sport est associé avec le développement du pays, avec le mouvement d'indépendance. Le fait de jouer et d'encourager les joueurs correspondait avec la volonté de promouvoir la langue gaélique, l'industrie irlandaise et l'émancipation de l'Irlande par rapport à la Grande-Bretagne. La pratique des sports gaéliques ne s'est jamais interrompue durant la présence britannique. Aujourd'hui, ils gardent encore une forte valeur symbolique. Dans notre famille, c'est dans notre sang de jouer. Avec les autres membres de l'équipe, on se voit 3 ou 4 fois par semaine. Ce sont des amis pour la vie. Une équipe, c'est comme une famille. On doit s'entendre et avancer ensemble. La camogie est pratiquée dans près de 550 clubs à travers l'Irlande. Cela reste le seul sport gaélique fondé non loin de la capitale, au nord de Dublin. Bon, c'est le moment de retrouver tes élèves. Ouais. C'est ici que ça commence. Bienvenue à l'Académie de danse. Merci beaucoup. Mais j'ai un peu la pression là maintenant, parce qu'il va falloir que je m'y mette, c'est ça? Ouais. Vas-y, je te laisse entrer. On va commencer, alors, viens. Mais quel âge ont les élèves là? Mais les élèves, ils sont là jusqu'à 5 ans, et après ça, c'est jusqu'à 16 ans. Et toi, à quel âge tu as commencé, tu m'as dit? Moi, j'ai commencé à 8 ans. 8 ans, un tout petit peu plus grand que ces petites filles là. Mais maintenant, il y en a des danseurs qui commencent à danser à 4 ans. Hein. Non mais j'en reviens pas. Pour les premières là qu'on vient de voir, elles sont hautes comme 3 pommes et déjà elles assurent. Ouais. Elles dansent bien. Ouais. Maintenant, tu vois, il y a le niveau le plus haut là. Regarde.
Alors là, elles vont Ouais. très vite. Ah ouais. Oh là là, elles dansent très très bien. Ouais. Et il y a une fille là qui danse. Elle a qualifié pour le championnat du monde. Bravo, Ouais. mademoiselle. Elle est très concentrée. Ah ouais. Alors je vois qu'elle a des ceintures, un harnais, un bandeau. Ouais. C'est pour avoir le bon geste? Ouais, le bon La geste, bonne mais aussi, posture. ouais, le bon Ouais. posture, mais aussi pour les bras, quoi, pour l'entraîner les muscles. Bien, bien, bien. Faites une petite pause et mettez vos chaussures. Sophie va se joindre à nous. Ok. Je vais te montrer une fois, et après, tu mets toi en milieu, et c'est parti. Bon, écoute, je m'installe, je les regarde et puis je me lance, quoi. Ouais, hein. voilà, voilà. Hein, c'est le grand saut. Ah ouais. Maintenant, on est dans le même groupe. Oui. Alors là, Joe, on ne ressent plus du tout les mêmes sensations hein, lorsqu'on a les chaussures. Elles sont un peu cassées au milieu. On n'a plus le même équilibre, tout Ah à non, fait. non. Il faut rester bien droite, toujours, les mains dans le dos. Tu dois au niveau comme ça, et puis tu ne bouges pas. Tu bouges que des jambes et des pieds. Voilà, donc le visage est impassible, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Tu souris, il faut Ouais, sourire. ah oui, tu souris, ouais, Toujours ouais. sourire. Ah ouais. Mais alors, voilà, ce sont les jambes qui dansent, pas Sur ça. pas les mains. OK, donc on va faire 1, 2, 3. Et puis 1, 2, 3. Good. Bien, bien, bien. On va le faire en musique. Are you ready? Ready? You ready? Yeah. So it's like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Parfait. J'ai une question pour vous, les filles. Est-ce que vous pensez que Sophie peut venir avec moi danser au Johnny Fox ce soir? Thank you, girls. Thank you very much. Merci, les filles, vous êtes vraiment des copines. hein. Thank you, girls. Nous y sommes, c'est le Johnny Fox Pub, le plus haut pub d'Irlande. Je suis heureux que tu sois là. On y va, prends une bière, profite du spectacle. Ah, c'est sympa le décor ici. Super ce pub. Alors, c'est ici que ça se passe. Tu vas te produire là, avec les danseurs, sur cette petite scène. Une très bonne ambiance. C'est à nous maintenant. Allez, viens. Avance. Go. Recule. Tourne. 1, 2. Avance. Recule. Tourne. Avance. Recule. Tourne. Avance. Recule. Tourne. Et maintenant, tape. Go. Merci. Hein. Tiens. C'est pour toi, les gars. Oh, c'était génial.
C'était super, mais bravo pour ce spectacle. Merci, hein. Félicitations, puis grâce à toi, j'ai gagné un diplôme. Ah bah oui. Oui, bon, moi je le mérite pas du tout. Hein. Ah bah si, si. Bah t'as bien entraîné. Oui, je me suis bien entraînée, mais j'ai un bon prof aussi, c'est pour ça. En tout cas, j'étais vraiment très heureuse de terminer ce voyage avec toi parce que tu représentes vraiment une très belle image de ton pays, vraiment une image souriante, dynamique, sympathique et très respectueuse de ses traditions. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée De rien, c'est mon plaisir. durant ces belles aventures. Bah, vous l'aurez compris, hein, j'aime beaucoup l'Irlande, donc je vous incite vivement, vous aussi, à venir ici. Vous avez l'habitude, si vous voulez revivre ces aventures, vous avez le replay, ou sinon, on peut se donner rendez-vous sur les réseaux sociaux. Voilà, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et faites de beaux voyages. Au revoir. Salut. Allez, encore une fois, Ouais, 1, vas-y, 2, 3, 4, go. Oh, merci les copines. Ah, vous êtes vraiment des copines. Merci.